Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Le trafic et la taxation des filières. La majorité des milices sont impliquées dans le commerce des produits de la faune, du charbon de bois, du bois de séquoia, de la marijuana et des produits du braconnage. Les groupes armés se procurent également des revenus de bien d'autres manières, notamment par le pillage, les enlèvements contre rançon et d'autres actes de criminalité et de banditisme. Ils rackettent les villageois. Le système de prédation minière a une autre envergure. Pour qu'il fonctionne, il faut des circuits de commercialisation et une demande extérieure huilant par l'argent toute la filière frauduleuse. Le trafic a été documenté par différents rapports d'ONG et de l'ONU. Dans la filière artisanale des 3T, on rencontre après les creuseurs les négociants qui achètent les minerais, puis les comptoirs qui livrent des minerais aux unités industrielles ou exportent les minerais via divers intermédiaires. Du carré minier au poste du négociant, le transport se fait par sac de 25 ou 50 kg, porté à dos d'homme ou plus souvent tiré sur une bicyclette de fabrication chinoise. Ils franchissent collines, marécages et petits cours d'eau par une chaleur étouffante ou sous une pluie battante. Les porteurs seraient environ 2000 selon les autorités locales. De Bizi à Walikale, soit une distance de 70 km, les plus vaillants font le trajet d'une traite en une dizaine d'heures. Les autres partent l'après-midi, dorment sur le parcours et reprennent la marche tôt le lendemain. Walikale est un territoire très enclavé. La route qui mène à Goma, longue de plus de 200 km, est impraticable vu son état de délabrement. De la route, en plein village de Kilambo, décollent de petits avions transportant les minerais vers la capitale du Nord Kivu. La part du trafic aérien est importante, en raison de l'état des routes et de l'embrouillement des contrôles effectués par les forces de sécurité et les diverses milices. Les petits porteurs, loués par les opérateurs dans les aéroports de Nairobi, de Dar es Salaam, de Kigali ou de Kampala, savent atterrir sur les pistes en terre proches des sites miniers avant de repartir avec leur cargaison vers Kigali ou Cyangugu. Les exportateurs, parfois associés à divers trafiquants, de minerais, agents clandestins et forces rebelles, préfinancent les négociants. Les coupures de fonds sont fréquentes, car il n'y a pas de système bancaire à ce niveau de la filière d'approvisionnement, et les fluctuations des prix des minerais créent de l'incertitude. Ils surveillent les canaux de transport et organisent sur les routes et les pistes des barrages payants. Dans le sud Kivu, le gouverneur a comptabilisé pas moins de 3100 barrages en 2023. Selon l'IPIS, environ la moitié des barrages cartographiés dans les territoires de Masisi et de Walikale étaient à la même époque sous le contrôle de groupes armés. Ils ont recours à la taxation illégale, appelée insolemment « effort de guerre » ou par l'euphémisme « Lala Salama ». Dormez en sécurité, on vous protège. L'activité de taxation auprès de la population locale prend également la forme de campagnes de porte-à-porte, où les acteurs armés demandent des contributions de la population locale en espèces ou en nature. Cette collecte des tribus s'intensifie souvent en période de récolte agricole 1. Le fait de payer est une pratique allant de soi et fait partie du scénario de l'autofinancement commode des services de sécurité. L'enjeu est toujours le gain de position de rente sur la filière d'approvisionnement des minerais, de l'or d'abord et des 3T ensuite. Ces groupes sont appuyés par de grands opérateurs économiques et politiques installés dans les capitales provinciales ou à Kinshasa. Le transport de l'or est plus aisé que celui du coltan ou de la cassitérite. Son exportation frauduleuse est rendue relativement facile car les négociants peuvent dissimuler le minerai et le transporter en secret. Pour la sortie des sacs de minerai, plusieurs voies frauduleuses sont empruntées par les artisans proches des frontières. Avec le système du Kuchora, les propriétaires de carrés miniers collaborent avec les négociants qui utilisent les sorties poreuses entre Goma et Gisenyi pour faire traverser les minerais à l'insu des autorités. Parfois, les négociants font appel à des personnes vivant avec un handicap pour faire sortir leurs marchandises, car ils sont moins contrôlés à la frontière. De l'autre côté, ils savent tout déposer les sacs.
Autre méthode fréquente, les négociants s'arrangent avec des officiers de l'armée ou de la police pour échapper aux taxes contre un pot de vin. L'or est ensuite fondu et recyclé de nombreuses fois et commercialisé à plusieurs reprises, ce qui rend difficile l'identification du site de son origine. Du Sud Kivu, l'or est exporté au Burundi, où les droits de douane à l'exportation sont moins élevés qu'en RDC et où il n'existe pas de licence minière pour les opérateurs. Le métal précieux est ensuite acheminé vers les Émirats arabes unis. Comment se finance le système ? Les conflits dans les Grands Lacs sont pour certains acteurs des activités très lucratives. Ils se nourrissent eux-mêmes. Vente de minerais pour l'achat d'armes, des armes pour contrôler les sites miniers. Les bénéfices dégagés de l'exploitation et le commerce frauduleux permettent aux belligérants d'acquérir armements lourds, mortiers de longue portée, AK-47, munitions, appareils de transmission et uniformes à l'étranger, par des voies tout aussi frauduleuses sur les marchés européens et asiatiques. Un embargo sur les armes par les Nations Unies est renouvelé régulièrement, mais les enquêtes observent régulièrement des violations de cet embargo, mettant en cause aussi bien les autorités congolaises que les gouvernements ougandais, rwandais, sud-africains et de la Guinée équatoriale, soupçonnés de soutenir les ventes d'armes clandestines dans la région, entravant ainsi gravement le retour à la paix. En amont de la filière d'approvisionnement, les chefs, depuis, sont financés par des acheteurs d'or locaux qui exigent en retour d'être leurs seuls clients. Plus les mineurs mettent de temps à trouver de l'or, plus ils s'endettent auprès des chefs de puits. Les acheteurs sont eux-mêmes préfinancés par les négociants, depuis des villes comme Uvira, Bukavu, Butembo ou Bunia. Les acheteurs d'or de ces centres régionaux préfinancent les négociants congolais, avec qui ils ont souvent des liens remontant à plusieurs générations. Ni les mineurs artisanaux, ni les négociants locaux, ni les coopératives ne sont en mesure d'accéder au financement par l'intermédiaire des institutions financières, car le niveau élevé d'informalité à ce niveau de la filière d'approvisionnement signifie que ces acteurs ne sont pas en mesure de satisfaire aux exigences de demande de prêt, taux d'intérêt élevés, exigences de garantie trop rigides, absence de délai de grâce pour le remboursement. Au lieu de cela, ils dépendent d'un financement en espèces et d'avance, de paiement, sans l'intervention d'une banque. Les acteurs de la filière de l'or en amont sont à la fois incapables d'accéder aux formes légales de crédit en raison de leur statut d'emprunteur informel, à haut risque, et peu enclins à accéder au crédit parce que les taux d'intérêt des banques locales sont usuellement supérieurs à la marge qu'ils réalisent sur les ventes d'or. Le système bancaire formel est donc quasiment absent dans le fonctionnement des réseaux. Des intermédiaires s'y substituent. Ils ont des ramifications internationales. Ainsi, le réseau Nande du Congo oriental Nord Kivu entretient des relations très solides avec les Konjo ougandais, les réseaux indo-pakistanais et Dubaï. La filière établit son propre taux de change dollar-franc congolais fixé par les cambistes de manière indépendante de la Banque centrale du Congo. L'or peut aussi servir de devise en l'absence d'un mécanisme bancaire. Ces pratiques se révèlent cachées des opérations de blanchiment de liquidités. Peu de moyens sont réservés à l'amélioration de la productivité des mines, l'insécurité régnante du fait des groupes armés rendant précaire cette affectation. La porosité des frontières facilite un double trafic, les armes et les minerais, car les premières permettent d'avoir accès aux seconds et réciproquement. En fin de compte, milices, forces d'autodéfense locales, mais aussi chefs coutumiers et structures militaires s'invitent quasiment tous dans les conflits liés à l'approvisionnement des minerais. Cette situation est une parfaite illustration de l'économie mafieuse où chacun occupe son territoire et prélève sa part le plus rapidement et violemment possible. À certains moments, des collusions toujours provisoires, parfois paradoxales, car faites de groupes rivaux, se forment entre petits oligopoles associant officiers, hommes d'affaires, dirigeants politiques. Mais les positions rentières ne sont jamais pour longtemps acquises. Si l'un empiète sur le territoire de l'autre, c'est la guerre. Les hostilités succèdent à la trêve lorsque le contrôle de l'acheminement des minerais est remis en cause. Le modèle de la prédation minière est donc chroniquement instable parce qu'il repose sur la rapacité collective et la discorde intergroupe. Chaque chef de guerre contrôle un territoire, sa mine et son circuit de commercialisation, trois éléments constitutifs de sa rente. S'il déborde sur l'aire de jeu d'un autre chef, s'il transgresse le fragile compromis ou bouscule les hiérarchies, c'est la guerre.
et le chaos encore. On rejoint ici une ancienne observation de Charles Amo Yartey, tirée de plusieurs cas de conflits africains. Les agents sont pris dans une frénésie calculatrice avec à la clé des risques élevés, mais très profitables pour certains acteurs, les chefs de milice, les officiers de l'armée, les négociants, les représentants des comptoirs, les raffineurs, les transporteurs, les exportateurs. Les 10 ingrédients du modèle de prédation en RDC, des ressources minières aisées à mettre en valeur avec un faible investissement et répondant à une forte demande internationale. Une main-d'œuvre de mineurs disponible. Des groupes armés qui contrôlent pour l'exploitation et le commerce de minerais et qui y trouvent un financement pour leur armement. Un réseau commercial de négociants et de comptoirs frauduleux jusqu'aux frontières territoriales. Un dispositif sécuritaire, armée, police, douane, déviant qui trouve son avantage dans la prédation. Des canaux parallèles d'approvisionnement en armes pour sécuriser les positions des groupes militarisés. Un climat de violence au quotidien, avec de la propagande et de la rumeur pour entretenir la terreur. Un État défaillant, marqué par la déliquescence des gouvernances passées, doté d'institutions précaires et d'une multiplicité d'autorités et d'acteurs à la légitimité douteuse. Un système financier informel efficace qui fluidifie le merci. Commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.